c'est chacun son chacun. Le chat est mort, les souris dansent le cha-cha-cha. Le love est fake, y'a 2 voitures et un calibre chargé dans chaque wheel. Je crois que le meilleur souvenir que j'avais des débuts dans la musique, c'est qu'on était beaucoup. On était plusieurs, on marchait, c'était des groupes de 15, des groupes de 20. Donc avec beaucoup de gens avec qui j'ai grandi, beaucoup d'amis, beaucoup de gens de mon quartier, il y avait des membres de ma famille aussi qui nous suivaient. Donc il y avait cette atmosphère un petit peu de famille, d'équipe, qu'on retrouve moins maintenant. Maintenant ça se passe trop vite, les tournées, les trucs, des fois on est assez pour rentrer dans la voiture. Donc, et la majorité des gens maintenant c'est un peu comme la famille parce que ça fait longtemps qu'on tourne ensemble. Mais on parle de DJ, technicien de son, manager, il n'y a plus vraiment tous les gars comme ça à chaque fois. À part quand on joue pas peut-être à Montréal ou à Québec, les grosses villes. Mais quand on fait des longs parcours, il n'y a plus trop tout le monde, même au studio. Il y avait beaucoup de bruit avant, c'était beaucoup de poissons, c'est fini. Non, c'est le vrai boulot. Je pense que ça enlève un petit peu la magie qu'il y a derrière le truc. Parce que là maintenant on sent vraiment que c'est du boulot. C'est plus. Il n'y a plus ce truc là. Donc ça c'est un truc que je regrette un peu. Je pensais que ce qui me revient à la tête actuellement c'est mes premiers raclés. Mes premiers sparring où je m'étais fait tabasser. Pas des petits poids en plus, des gens qui pesaient des 45 kilos, 50 kilos. Toi, t'es un gros gaillard, tu pèses 60, je faisais 72 kilos. Tu fais tabasser par un petit poids de 50 kilos. Tu fais gaffe. Tu dis, oh là là. Ça m'a fait arrêter le judo. Ah ouais. J'avais commencé le judo, j'étais trop fort, on m'a surclassé. Je suis arrivé là-bas, même les femmes me tapaient. Oh, au début, t'as pas les choix. Enfin, au début, c'est un passage obligé. Tu vois, t'arrives dans le gym, tu te dis, je suis costaud dans la rue, je tabasse tout le monde. Donc ça va aller vite. T'arrives, premier job que tu te prends, boum, tu vas, ah ouais, putain, t'as envie de massacrer l'autre, il bouge, il te remet le coup derrière, boum, tu dis, ouais, putain, c'est comme ça se passe. J'ai toujours su que je serais sportif de haut niveau. Je vais te raconter la petite histoire après, mais j'ai toujours su que je serais sportif de haut niveau. Avant, je faisais du foot. Comme jeune Camerounais qui se respecte, qui va en tout le monde. Ça commence comme ça. Qui va en Europe. J'ai toujours aimé la musique, je suis un fan de musique, mais on dirait que je me voyais pas faire ça. Ça avait l'air d'un truc inaccessible. Parce que, bon, je sais pas, je me disais, on est à Montréal, j'avais pas d'exemple concret de réussite. Tu vois, souvent quand tu regardes les gens, tu regardes un peu autour de toi, qui a fait ça, qui a réussi. Dans le rap, tu vois. Nous, on avait, je veux dire, Corneille. Je veux dire, Force Corneille, c'est mon gars. Mais je veux dire, c'est pas le même registre. J'ai pas la voix. Si j'avais sa voix, j'aurais pu y croire, mais j'ai pas. Je me voyais pas vraiment faire ça. Jusqu'à la première rencontre avec Sharaf, que tu as vu, qui est mon manager aujourd'hui. Et il m'a invité pour faire un spectacle. Et dans le temps, j'étais un peu partout à Montréal. Donc je voyais beaucoup de gens à Montréal, dans les 4 coins du monde. Et il m'a dit, bon, est-ce que tu veux venir faire la première partie de Jarod, qui était un rappeur français, il rappe toujours, mais c'était un rappeur français. Il est venu faire un show ici. Et j'ai dit ouais. Mais il m'a dit, ok, bon, tiens, ça c'est les billets. Avant, on n'achetait pas sur internet comme maintenant, j'avais les billets physiques. Ça c'est les billets. Vends les billets, et tu dis aux gens que tu fais la première partie, et tu reviens, tu me donnes l'argent et tu fais ta première partie. Frérot, j'ai vendu ces billets-là. C'est l'opportunité de la vie là. Vendu ces l'opportunité d'une vie, c'est sûr. J'ai vendu, tac. Moi je connaissais déjà plein de gens. Je les voyais déjà, ces gens-là. De toute façon. Tac, j'y vais, je vends les billets. J'arrive maintenant, le jour du show, j'ai l'argent des billets. Sharaf, toute la journée, Marcel, pour que je lui ramène de l'argent des billets. Enfin, je lui avais dit, j'avais vendu tous les billets. Il prend l'argent des billets, il se tourne, il donne l'argent à Jarod.
Parce que moi, je vois comment l'argent transite, les billets que j'allais vendre partout là, sur l'île de Montréal. Même pas en pourcentage. Zéro. Ça transite de mes mains aux mains de Jarod. Pâche, devant moi. Même pas, il va se cacher dans un coin. Il donne ça. Là, je dis, mais non. Et c'est là que j'ai compris que c'est ça qui a servi à payer, en tout cas, du moins une partie du cachet, tu comprends? T'es sûr, Sharaf, il n'a pas gardé un pourcentage derrière? Il n'y a même pas, il a pas gardé, je l'ai vu. Même ça, même lui, je sais même pas s'il a mangé dans le show. C'est-à-dire, il a pris l'argent, j'avais un stack, il a pris ça, il a donné ça à Jarod et c'était, moi j'avais vendu ces billets-là, moi j'ai fait le show et je me rappelle, j'avais juste droit à 3 chansons. Donc j'ai fait 3 chansons, tac, 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 j'ai fini. Mais ces jours-là, j'ai quand même pris conscience qu'il y avait de l'argent à faire. Il y a une clientèle. Même si c'est une clientèle, bon, c'était mes gens. C'était mon entourage, c'était mon écosystème. Mais au moins, c'était des gens qui avaient la volonté de participer financièrement à ce que je voulais faire. Donc ça m'avait déjà mis la puce à l'oreille. En plus, l'exemple que tu viens de me dire là, je l'ai vécu. En plus, je l'avais vécu avec Dallas d'ailleurs. Dallas et d'autres amis lors des événements de, je pense que c'était John Kevin qui organisait ça. Et c'était des petits qui vendaient des billets. Et moi, je savais pas trop. On m'a invité en tant que boxeur. Je regardais un peu comment ça se passait. Je voyais le monde qui donnait l'argent à John Kevin. Ok, j'ai vendu ça, j'ai vendu ça. Je regardais un peu comment ça se passait. En fait, chacun vendait son pourcentage. Comment c'est comme ça se passe? Moi, je pensais qu'il y avait un truc qui se passait en ligne. Mais ça se passe encore même. Je sais pas si ça se passe encore, mais je te parle de ça. C'est il y a peut-être 3-4 ans en arrière quand je suis arrivé. Et je voyais ça, les petits qui distribuaient de l'argent. Et non, j'ai vendu ça. Et ça. Je voyais tout ça. Je disais, ouais, putain, je savais pas comme ça marchait, le monde du rap à Montréal. Ouais, mais pendant longtemps, là, maintenant, bon, ça s'est développé un peu. Parce que les gens, ils achètent en ligne aussi. Ils achètent en ligne, ça a changé, mais ça va. Je veux dire, même moi, ça m'a pris peut-être dernièrement, là, il y a peut-être 2-3 ans, là, que j'ai une carte de crédit. Tu vois? Ah ouais? Mais non, c'est pas ça. Donc, je pensais même pas à faire payer les gens par internet. Pour moi, les gens autour de moi, ils sont comme moi. Il n'y a personne qui va acheter en ligne. Personne n'a de carte, personne n'a rien. C'est cash. Personne ne veut déclarer les impôts. On connaît. Les impôts, c'est un sujet sensible. Mais toi, t'es premier dans ta catégorie. Tu penses que qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te reste à faire pour pouvoir affronter des gars comme Canelo? Tu as déjà mentionné que tu voulais combattre Canelo. Honnêtement, je te dirais ce qui me bloque actuellement, c'est ma notoriété. Il faut vraiment que j'atteigne un niveau de popularité où on va vendre des billets, un peu comme tes concerts. Il faut qu'on vende des pay-per-view, il faut qu'on vende des tickets lors de l'événement. Je pense que c'est un peu ça qui me manque actuellement, mais le niveau, je pense qu'en boxe, quand tu es dans le top 5, top 10, le niveau c'est plus ou moins la même chose, pareil. Il y a une différence de moins de 5%, mais les 5% ça peut faire une grande différence dans un combat. Mais c'est un peu ça qui me manque, je pense, c'est plus la notoriété. Maintenant c'est ça, comme pour aller chercher ces combats-là, c'est un petit plus parce qu'on sait que c'est pas une question de talent. C'est déjà ton classement, ça nous indique déjà que tu es déjà rendu à ce niveau. Mais c'est de savoir aussi développer des stratégies pour pouvoir convertir un peu les gens et pour qu'ils adhèrent à ce que tu représentes, pour qu'ils te suivent. Comme ça, tu peux un peu prendre de la valeur, mais je pense que c'est un peu la même chose aussi dans la musique. C'est plus juste un truc de si t'es fort, si t'es pas fort, si t'es rappé. Exact. Tu dois développer. Il y a un nouvel aspect maintenant qui est hors musique. Et c'est malade parce que c'est dans tous les domaines. Peu importe n'importe quel sport, la musique, je crois même maintenant l'immobilier, tous les trucs que tu te rends compte que maintenant c'est à base de buzz. Le monde veut du clic, le monde il faut que tu marches, il faut que tu... et même la dernière fois j'ai la même discussion avec je sais plus qui, je crois que c'était mon attaché de presse, qui me disait ouais non il faut plus que tu publies sur les réseaux sociaux, il faut que tu fasses ça, mais pas plus de stratégie. J'étais comme, hey, je suis pas un Instagrammeur là, je suis un boxeur. C'est ça. Laissez-moi montrer sur le ring, je casse des gueules.
Mais maintenant, on est comme rendu un peu obligé. Mais après, maintenant, je le fais maintenant avec plaisir. Tu vois, je commence à m'adapter, mais avant, faire un story, là, ça me Après, casse c'est les pieds. de jouer le jeu, mais C'est ça, maintenant. sans se dénaturer. Sans dénaturer, c'est ça. Au début. C'est les réseaux sociaux maintenant. Ah ouais, c'est sûr. Mais au début, c'était compliqué. Au début, je t'imagine, il faut que tu filmes ce que tu fais, il faut que tu viennes prendre une ça vidéo. rend fou. Au début, ça rendait fou. Maintenant, ça paraît un peu plus naturel parce que tu as l'habitude. Mais au début, t'es comme, hey, moi, je suis un boxeur, les gars. Mais même moi, qui est dans le milieu du rap, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Ah, Je suis pas 100% en train de toujours filmer ce que je fais. Maintenant, j'ai pris quelques réflexes, mais même moi, sur ce côté-là, ça coince parce que ça fait pas partie de qui je suis naturellement. Bon, mais après, tu sais, tu peux développer des réflexes au fil du temps. C'est ça, exact. Mais c'est clair qu'il faut une présence sur les réseaux sociaux Exact. maintenant, dans n'importe quel domaine. On n'a plus le choix. Toi aussi également, je vois que tu es numéro 1 un peu partout au Canada, Spotify et toutes les plateformes qui vont avec. Félicitations d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses qui te manque pour, je dirais, défoncer le plafond de verre et aller au niveau plus haut niveau? Je pense que moi, pour ma part, on parle d'exportation. Parce que là, comme tu l'as dit, là on vient de passer dans l'étape au niveau des auditeurs mensuels Spotify, parce que je viens de sortir un projet notamment aussi, qui marche bien. Maintenant, je pense que on fait de la musique en français, donc c'est important aussi d'aller chercher tous les gens issus de la francophonie. Donc ça ne se limite pas juste au Québec, on parle de France, Suisse, Belgique, les îles, l'Afrique, un peu partout. Donc je pense que c'est d'aller un peu chercher à exploiter un peu tous ces territoires, parce que tout ça c'est des potentiels auditeurs aussi. Donc c'est ça le plus gros du travail, c'est de sortir maintenant du Québec. Je pense que là on arrive, on va plafonner aussi pas mal ici au Québec. Tu commences à se passer par des tournées, Ouais, c'est bon, il y a toujours des objectifs. Moi, je suis pas. Moi, j'ai eu la chance de tourner avec un gars comme Soulja. Je suis allé j'ai été invité par Loud sur la scène belle. J'étais quand il était au FEQ sur les plaines d'Abraham. Donc, ça, c'est des gars aussi qui ont plafonné ici. Donc, je vois qu'il y a encore des trucs à aller chercher à ce niveau-là. Mais nous, personnellement pour moi, j'ai de plus grandes ambitions. Je sais que même ces gars-là, ils ont des plus grandes ambitions aussi et ça passe par ça. Ça passe par l'exportation, ça passe par aller plus loin. Les gars maintenant aujourd'hui, quand tu regardes, tu prends n'importe quel rappeur français, Montréal maintenant c'est une destination, c'est une ville dans la tournée, dans le trajet de la tournée. D'ailleurs, ils viennent ici. La dernière fois j'ai accueilli Maître Gims, c'est son manager. Et il a dit, on fait des soupes, il me dit, ouais, on vient tous les ans. Je dis, ah ouais, et je savais pas que Montréal, ça tournait. Ouais, maintenant, je te dis, c'est dans leur programme. Donc c'est ça, donc il faut faire le même chemin. Donc si eux, ils commencent à venir ici, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un marché. Il y a un marché, c'est vrai. Exactement. Donc là, on est rendu à ce niveau-là. Donc si on est assez important en termes de marché pour que tous ces artistes-là aient envie de venir s'arrêter ici pour faire un show, pour rajouter ces dates-là dans leur tournée, ça veut dire que le marché est assez important aussi pour t'élever et pouvoir arriver jusqu'à là-bas. Toi, tu fais tout à l'indépendance sans jamais être signé. C'est quoi les difficultés que tu ressens dans cette industrie, dans ta position actuellement? Déjà, on va commencer par les finances. C'est ça, frérot. Le budget, c'est... Ouais, mon bro, c'est ça. Être un artiste indépendant aussi, c'est que tu mets tout dans ta poche, mais tu sors tout de ta poche aussi. Donc, déjà, juste cet aspect-là, c'est compliqué. On essaie de trouver des solutions pour y remédier. C'est parce que le but, c'est de pouvoir créer une économie aussi qui s'autofinance, qui se gère tout seul. Parce que toujours réinvestir, c'est cher. Bon, c'est cher. Après, tant que les résultats suivent, c'est bien. Mais le but aussi, c'est de dépenser le moins possible pour gagner le plus possible. Et comme certains me connaissent, comme mon très cher ami Sharaf,
Donc moi, j'ai toujours tendance à vouloir aller plus loin. Chaque projet, on va aller plus loin, on voit plus grand. Donc forcément, c'est plus cher aussi, à chaque fois. Donc ça, déjà, c'est un premier problème. Après, nous, on a un autre combat aussi. C'est vraiment s'intégrer à part entière dans le marché, l'industrie québécoise. Je pense qu'on fait du bon travail. Je pense qu'on a réussi à le faire. Mais je pense que c'est très difficile aussi. Je pense que dans certains secteurs, ils sont encore très frileux. Avec les gros mots, les mots un peu difficiles, ils veulent plus trop entendre. Mais c'est même pas juste ça, c'est justement quand tu arrives aussi en tant qu'indépendant. Donc je suis mon propre garant. Ouais. C'est plus facile d'arriver avec des gens qui sont déjà en place depuis 25 ans, 30 ans. Il y a déjà un lien de confiance qui s'est créé entre eux, eux et les diffuseurs, eux et les gens de l'industrie. Il n'y a pas moyen de faire des projets one-shot. Tu signes pour un album, tu dis ok, je vais m'en partenariat avec tel pour un album. Je l'ai déjà fait, en groupe. Je ne l'ai jamais fait seul. Okay. Donc c'est dans moi, tous les albums que j'ai sortis, d'ailleurs je vais même aller plus loin, tous les albums que j'ai sortis dans ma carrière, c'était seul. Mais j'ai sorti un album en groupe avec un label qui s'appelle Joyride. Donc on a sorti un label en groupe à travers Joyride. Donc ça s'est relativement bien passé, mais à la fin, moi, je pense que je suis mieux seul. Parce que je suis quelqu'un aussi de très perfectionniste. J'aime beaucoup être investi dans mes projets. J'aime avoir le dernier mot, j'aime avoir le seul mot, en gros. Donc tu peux me conseiller, on peut m'aiguiller. Mais c'est moi qui dois avoir la main mise sur chaque détail. Donc ça me convient mieux, le modèle de l'indépendance me convient mieux par rapport au type de personne que je suis. Mais sinon, même au niveau des spectacles, j'ai essayé aussi. Bon, j'ai tourné encore avec Joyride, on avait fait un contrat en termes de spectacle. Mais c'était pas que c'était mauvais, c'était très bien, mais je trouve que c'était relativement la même chose aussi quand j'étais seul, en indépendant. Donc c'est des trucs que j'ai déjà essayé. On doit trouver comment amortir les dépenses. Sinon, le modèle qu'on a marche très bien. Mais sinon, toi, au niveau de la préparation d'un combat à venir, c'est quoi ta routine? Comment tu fais au niveau de la préparation physique, la préparation mentale? Qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, là-dessus, je dirais que je me repose beaucoup sur mon équipe. J'ai une équipe très performante, j'ai une équipe de haut niveau, mon entraîneur, mon préparateur physique, même mon encadrement, mes coachs, mon manager, tout ce qui va avec. Moi, honnêtement, ma routine le matin, ça commence, l'entraînement commence à 7h, 7h30. Moi, je me lève à 5h45 à peu près. 5h45 du matin? 5h45, je me lève. Je sors du studio à cette heure-là. Ah ouais, purée. Merde, on n'a pas le même. Et je me lève, je prends 2-3 trucs à boire, je me prépare, j'ai fini à l'entraînement, j'ai à peu près 25 minutes de route. Je fais la préparation physique, ça dure en moyenne 1h, 1h30. Je reviens à la maison, je mange un petit peu, je fais la sieste, je joue un petit peu à la PlayStation, je relaxe. Ensuite, l'après-midi, je repars à l'entraînement, en moyenne entre 16h et 16h30. Et je repars en boxe. La boxe, ça dure à peu près 1h, 1h30, enfin 1h30, 2h plutôt. Ensuite, je reviens à la maison, je relaxe et je répète ça comme ça tous les jours du lundi au vendredi, parfois du lundi au samedi. Mais sauf que le lundi, je fais 2 entraînements, le mardi, je fais qu'un entraînement, mais aussi des sparring. Quand tu as des jours de sparring, tu fais uniquement un entraînement. Ok. Et pourquoi la pause entre l'entraînement du matin
les PlayStation, les trucs après le soir. Faut se reposer le corps. Tu peux pas enchaîner directement comme ça. Tu fais un entraînement physique, tu es fatigué, tu dors, tu fais la sieste, tu manges, tu te nourris. Et ensuite le corps récupère et ensuite tu enchaînes pour le deuxième entraînement qui est aussi physique d'ailleurs. Et pareil, tu dors, tu récupères pour le lendemain. Mais tu travailles pas les mêmes trucs non. le matin, le soir. La préparation physique, c'est vraiment tout ce qui est physique. C'est tu cours, tu soulèves des poids, cardio, musculation, explosivité. Et ensuite l'après-midi, vraiment spécifique boxe. Tu frappes, tu fais du sac, tu fais des pads, vraiment faire mal et mettre des stratégies, que ce soit pour l'adversaire ou des stratégies en général. Préparation mentale, moi je suis pas très là-dedans. Moi, je toujours dis que les camères, on est prêt mentalement depuis la naissance. On est né avec ça. On est né avec ça. Mais honnêtement, la préparation mentale, j'aurais peut-être pu me renseigner là-dessus. Mais moi, honnêtement, ma préparation mentale, c'est à l'entraînement. Moi, je sais que si je donnais 100% de ce que j'ai à donner à l'entraînement, exemple, on va me demander à l'entraînement, à chaque fois, on me demande fais 10 pompes. Si je peux en faire 15, je ferai 15. On va me dire mets 10 coups, si je peux mettre 15 coups, je mettrai 15 coups. Et moi ça c'est ma préparation mentale à moi. Je sais que j'ai toujours fait plus qu'on se me demandait. Ça veut dire que dans le ring, je vais exploser tout le monde. Si toi tu t'es contenté de faire ce que ton coach te demandait, et moi j'ai fait le double ou le triple, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais moi tu fais le mindset. C'est ça la préparation mentale. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire oui, peut-être que tu as besoin d'un psychologue du sport. Je vais essayer, mais moi, j'y crois pas trop. Moi, dans ma tête, c'est non. Tu me donnes, je mange bien, je bois bien, je m'entraîne bien, je fais ce que j'ai à faire. Tant que ton entraînement s'est bien passé, il n'y a pas de quoi pas dire. Tout est bon. Et blessé maintenant, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu dois combattre blessé? Ça arrivait au dernier combat. C'est arrivé au dernier combat où je me suis blessé au 3e round. Et j'enchaîne le 4e round avec un demi-bras, on va dire. J'avais une finition de rupture du biceps. On a eu le diagnostic après le combat parce que j'arrivais plus. Et en fait, j'avais déjà le biceps déchiré, mais il s'avère qu'il y avait encore des fibres qui étaient encore collées. Et c'est tombé pendant le combat. Ça fait en sorte que j'arrivais plus à utiliser mon bras gauche normalement. Et quand c'est arrivé, j'ai paniqué un petit peu. J'arrive dans le coin, mon coach, massez-moi le bras, j'ai un problème. Et finalement, je te dirais qu'il m'a fallu un round et demi pour me dire ok, fuck that, je suis dans la merde, la main gauche ne marche plus comme je le veux, donc on va tout donner avec la main droite, on va faire du mieux qu'on peut. Mais c'est vrai que c'est compliqué, tu paniques un peu, mais heureusement pour moi, également mon adversaire est aussi blessé à la main gauche. Là, tu viens de sortir Bonhomme Pendu 4. Est-ce que sortir des séries de mixtapes comme ça, sortir un 4e, est-ce que c'est pas un risque que tu prends par rapport aux anciens, par rapport aux autres qui sont sortis avant? Bien sûr. Surtout les Bonhomme Pendu, c'est un peu ma marque de commerce. Donc je suis rentré dans le rap avec ça. Donc il y a tout un truc autour des Bonhommes Pendus, et j'avais dit justement pour pas tâcher un petit peu ce que j'avais déjà fait, j'avais dit que j'allais m'arrêter seulement au 3e chapitre. Et maintenant ce qui s'est passé, c'est pendant l'écriture du projet, j'enregistrais et tout, et j'ai vu moi-même que ça s'enlignait pour être un bonhomme pendu. Qu'est-ce que tu veux dire par bonhomme pendu? C'est quoi? C'est un peu le vibe, l'énergie, la direction un peu du projet. Okay. Les bonhommes pendus, c'est des trucs qui sont vraiment au feeling, à l'instinct. Je reviens très rarement sur les chansons. Il y a beaucoup de chansons aussi qui sont improvisées. Je réfléchis pas trop, je reste pas longtemps sur les chansons. C'est pour ça que je dis souvent que c'est pas moi qui choisis les bonhommes pendus, c'est les bonhommes pendus qui me choisissent. Pendant le processus de création, je sais que c'est un bonhomme pendu, et ça c'est un feeling qui m'était plus arrivé depuis plus de 5 ans. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de laisser ça tomber. Je pense que
Les bonhommes pendus aussi jouent beaucoup avec mes situations un peu personnelles. Donc plus ça va mal, plus ça va dans ma vie personnelle, plus ça va mieux dans ma vie professionnelle. Donc c'est plus d'inspiration. Donc c'est un peu ça au niveau des bonhommes pendus. Donc c'est sûr que c'était un risque par rapport à ce que les bonhommes pendus représentent pour moi et pour les adeptes du rap québécois. Mais je le sentais bien. Moi, je le sentais bien. J'avais un bon feeling. Ouais, t'es allé chercher loin un bonhomme pendu. Ça te met au parfum là. Tu sais que ça va chercher. Mais je te dis, c'est les inspirations du début. Les inspirations du début. Donc au début, on avait une façon de penser qui était un peu plus dark. C'était plus dark, c'était plus sombre. Est-ce que justement ce niveau-là, vouloir comme pas infiltrer l'industrie musicale en général, aller parler dans le grand public, je pense pas les titres un peu trash comme ça, bonhomme pendu, ça peut peut-être repousser que ce soit la radio, les médias mainstream ou etc. Ça c'est un peu trop. Peut-être, mais ça c'est pas une question que je me suis posée par rapport au fait que j'avais déjà sorti une série de bonhommes pendus qui avait déjà marché. D'accord, je comprends. Et à l'intérieur de cette série, notamment le bonhomme pendu 3, j'avais ressorti une chanson, un single qui s'appelait Iceberg, qui m'a permis d'être connu au grand public québécois. Donc il y a eu quelques pépites de ces mixtapes-là qui portent un nom quand même assez trash, mais qui ont pu aussi me donner la lumière dont j'avais besoin en termes de grand public. Maintenant, tu sais, comme j'expliquais tout à l'heure, le grand public ou l'industrie québécoise, c'est plusieurs choses. Ça passe par plusieurs paramètres. Et un de ces paramètres-là aussi, c'est est-ce que ça marche ou pas. Et comment tu sais que ça marche ou pas, c'est non seulement par les chiffres, mais par les spectacles aussi. Et je pense que ça aussi, pour rebondir à la question dont on parlait tout à l'heure, dans les défis de l'industrie, ça c'est un des défis aussi, il faut qu'un artiste fasse des shows. Pour moi, les artistes qui font pas de show, je ne vais pas te considérer comme étant un artiste, tu dois faire des spectacles. C'est la seule, c'est tout ce qui nous reste, c'est le seul élément c'est la seule chose qui nous permet de voir que c'est réel. Parce que sinon c'est juste des chiffres. On voit des streams, on voit des views, on voit des likes. En plus, ça se trafique aussi. Voilà, justement, on a les pros de ça maintenant ici qui sont dehors. Donc là, c'est tout ce qu'on voit. Donc c'est quand on voit les êtres humains, quand il y a cette proximité-là, c'est là où on sait que c'est réel. Exactement. Au niveau de la carrière, comment tu gères ta vie privée entre le rap, tes tournées, tes séances au studio d'enregistrement où tu sors à 5h du matin, comment tu gères ça un peu? C'est pas compliqué? Comment tu fais? Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est surtout, j'ai des enfants aussi. Donc c'est difficile. Des fois, je pars souvent à l'étranger, en voyage. Je rate beaucoup de choses. Des fois, c'est dans une se passe sur FaceTime. Quand je suis ici, je sors tôt, je rentre tard. Bon, des fois, là, je peux faire des fois 24-48 heures. Je vois seulement les enfants dormir. On s'appelle dans la journée. Mais... Donc ça, c'est sûr que c'est très difficile. Après, je me console en disant que c'est temporaire. C'est temporaire, donc on essaye aussi de bien faire les choses, de créer vraiment un modèle d'affaires qui fera en sorte que j'ai plus besoin de m'absenter aussi longtemps, de rentrer aussi tard. Donc c'est pour ça qu'on travaille fort maintenant. On fait le travail difficile tout de suite, pendant que les enfants sont encore en bas âge. Et en espérant que plus tard on aura le temps. Mais c'est sûr que ça, c'est des choix de vie, c'est des sacrifices à faire dans une carrière si tu veux que ça fonctionne.
c'est pas l'idéal. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la game. Exemple, après les tournées, je sais pas si tu te rattrapes un peu, vous allez en vacances, tu essayes de... Bien sûr, ça fait en sorte aussi que maintenant, quand t'es là, on essaie de chérir chaque moment. On profite de chaque moment, chaque seconde. Donc, on sort, on va aller, je sais pas moi, on peut aller au cinéma, on peut aller dans les manèges, on peut voyager, on peut... En même temps, c'est cette situation-là qui te permet d'avoir les moyens de offrir cette vie-là. Je pense que c'est le plus important, c'est de rendre compte que ce soit ta femme, tes enfants, qui savent que, ok, peut-être que tu fais des sacrifices, mais c'est ce qui permet d'avoir la vie que monsieur et madame tout le monde n'a pas forcément. C'est clair. Et surtout, des fois, quand tu vois aussi, quand je regarde mes enfants, je me dis, c'est une enfance comme ça là, une enfance là comme ça, comme ils ont là, j'aurais donné beaucoup. J'aurais donné une bonne enfance. C'est ça. Mais après, maintenant, tu peux pas faire ce genre de comparaison là parce que eux, ils peuvent pas comparer la vie qu'ils ont avec la vie qu'ils auraient pu avoir. Ils n'ont jamais eu, ils n'ont aucune idée de la vie où tu prends le caillou pour cueillir la mangue. C'est ça. Tu cueilles la mangue et c'est ça, c'est notre vie, c'est sûr et certain. C'était pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est sûr. Il n'y avait rien de pareil. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, c'est sûr que même toi, je pense même pas que tu t'imaginais avoir ce destin-là, le destin que tu as maintenant. Quand tu grandissais encore en Afrique, je pense pas que tu disais... non, j'avais pas... oui et non. Parce que moi, je suis arrivé quand même tôt ici. Donc, je le vivais pas, mais une chose est sûre, c'est que je me visualisais déjà. Si je me projetais déjà dans l'avenir, je me voyais déjà comme un père qui allait se donner les moyens et les outils pour donner un peu plus. Après, c'est pas la faute de personne, c'est pas la faute de nos parents. Ils ont quitté leur pays pour venir ici. C'était pas les mêmes moyens. Ça prend beaucoup de courage pour recommencer à zéro. À l'étranger comme ça, t'arrives juste l'hiver, juste la saison de l'hiver au Canada. C'est un choc. Ça te prend même 15 ans d'adaptation. Je te jure, même moi je ne suis pas adapté. Je crois même les Québécois, parfois, même nous, on n'est pas habitués. C'est fou. Hein. On n'est pas encore habitués à ça, on n'est pas adapté. Donc c'est ça, mais après nous c'est bon, on a grandi ici, on sait comment ça marche, on connaît un peu la mentalité, le système, les trucs. Donc on sait comment jongler, on sait comment naviguer au milieu de tout ça. Et on sait aussi, c'est ça aussi la différence que je pense que j'ai entre moi et mes parents, c'est que tu sais à peu près aussi ce qu'un enfant veut à cet âge-là. Tu comprends? Parce que c'est pas la même chose qu'un enfant veut ici à Montréal et ce qu'un enfant veut là-bas au pays. Exact. Donc il y a des trucs que je vois encore que c'est les mêmes choses qui reviennent. Quand j'étais jeune, j'écoutais Pokémon, mon fils écoute encore Pokémon. C'est les mêmes choses. J'aurais pu garder mes cartes là, lui donner ça aujourd'hui. Tu aurais pu faire l'argent en plus. Voilà. Donc c'est la même chose encore, donc je sais. Sauf que moi, je devais attendre des occasions. C'est ma fête, c'est Noël. J'ai un petit paquet de cartes. Donc mon fils là, frérot, il y a 4-5 cahiers remplis là, les cartes les plus rares. Les 80-100 $ la carte là. La chance. Mais sinon toi, comment tu vois au niveau de ta vie professionnelle, ta vie privée? Honnêtement, moi actuellement, les deux se mélangent. Ça se mélange. Je dirais même que je donne énormément de priorité à ma vie personnelle. Toute ma vie se dirige uniquement à la boxe. Que ce soit les choix de mes amis, les choix de mes petits amis, ce que je mange, ce que je fais de ma vie, ça se dirige vraiment. Ok, si je prends cette décision, qu'est-ce que ça va donner dans ma vie, dans mes résultats de boxe? Et là-dessus, je l'ai compris. Enfin, je l'ai compris assez tôt. Je pense que quand j'ai commencé la boxe, je me dirigeais vraiment comme ok, ça, je vais me donner à 100%. C'est ce que je dois, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je suis destiné à faire. C'est ça, j'ai commencé la boxe en France. Je suis arrivé en France. J'étais du Cameroun. À partir du Cameroun, j'avais 11 ans en France. En France, j'ai commencé la boxe à 15 ans jusqu'à 21 ans. J'ai fait les Jeux Olympiques 2016. Je dirais qu'entre mes 15 ans et mes 21 ans, je fais que ça.
avec l'équipe de France, faire des compétitions, faire des régimes, faire des tournois, faire des qualifications. Et ensuite, après les Jeux 2016, je continue dans le même chemin, je suis passé professionnel, c'est pour ça que je suis venu ici au Canada, je me suis éloigné un peu de ma famille, je suis tout seul et je suis venu tout seul ici au Canada. Et ce qui fait en sorte que ma vie est vraiment dédiée à la boxe. Je dis toujours que si on m'arrêtait à la boxe d'ici 4 ou 5 ans, je donne ce que j'ai à donner et ensuite on verra après, je me poserai après, je ferai autre chose après. Mais c'est sûr qu'actuellement la priorité absolue c'est la boxe. Après c'est sûr que je fais beaucoup de sacrifices au niveau de la boxe, je vois pas forcément ma famille quand je veux, les anniversaires c'est jamais, je suis jamais là. Je pense que je vais pouvoir aller passer Noël avec ma famille, je pense que ça va faire 3-4 ans. Maintenant que je peux passer les fêtes avec ma famille, c'est fou. Et parce que je sais pourquoi je fais ça, je sais pourquoi je fais tous ces sacrifices-là. Mais c'est sûr que derrière, ça me permet derrière d'avoir les moyens d'offrir ce que je veux, que ce soit à ma copine, que ce soit à mes parents, que ce soit à ma famille. Pour moi, je sais que je bosse pour quelque chose et comme je dis, il faut faire quelque chose de sa vie. Et je suis très content et très choyé de faire quelque chose qui me plaît. Je vois des amis qui se lèvent le matin, qui ne savent même pas, ils partent dans un boulot qu'ils n'aiment pas. Et toi, tu as la chance de combattre, de faire ce que tu aimes. Moi, je vais à l'entraînement, parfois le monde me dit « Ah, je sais pas comment tu fais 2 entraînements par jour. » Ça change tout. Hein. Ça change tout, moi je kiffe. T'imagines? Parfois, je me dis, je vais à l'entraînement, je pousse, je suis mort, je suis fatigué. J'arrive, je fais la sieste, je vois pas la play, je repars encore, je suis mort, mais le monde dit mais comment tu fais? Dans ma tête, je kiffe, je suis comme ça, je travaille pas, je peux faire ça toute ma vie, je ferai ça toute ma vie. Mais malheureusement, c'est pas un boulot que tu peux faire toute ta vie. Mais c'est sûr que d'un autre côté, il y a des côtés négatifs et de l'autre côté, il y a vraiment du positif là-dessus. Et j'aime ce que je fais. Et je pense que c'est ça le plus important. Et toi, comment ça se passe au niveau... parce qu'on sait tous les deux qu'on on est des mêmes origines, on est du plus beau pays au monde. Le continent, en fait. Les Ivoiriens, c'est des jaloux. On sait tous que le meilleur pays d'Afrique, c'est le Cameroun. Toi, comment ça se passe? Tu vas régulièrement? T'as encore de la famille ou... Ouais, non, j'ai beaucoup de famille encore au pays. Je vais régulièrement. J'essaie d'aller minimum une fois par année. Donc, je pense que j'ai commencé ça depuis 2018. Que j'y vais vraiment chaque année, je suis en Afrique. Donc, j'essaie d'y aller. J'ai de la famille là-bas. Mon père est souvent là-bas. Ma grand-mère est souvent là-bas. J'ai des cousins et cousines qui sont là-bas. J'ai investi, j'ai fait des investissements là-bas aussi. Et tu sais comment c'est au pays. Il faut être là sur ton chantier. Et pas sur ton chantier, mon ami. C'est compliqué. donc je vais régulièrement là-bas. En Afrique. Je suis allé aussi voir la belle famille récemment. Parce que moi j'étais allé plusieurs fois en Afrique, mais j'étais seulement allé au Maroc et au Cameroun. Ok. Donc c'est tout ce que je fais. Mais pourtant j'allais plein de fois. Donc pour la CAN, j'étais allé aussi en Côte d'Ivoire. Il fallait que je puisse comparer les 2 CAN. Alors que non, je t'avoue quand même que les Ivoiriens, ils sont solides. Ouais, ils ont fait quelque chose. Ils sont solides, ok. Ils ont fait quelque chose de sérieux. Ouais. C'est pas grave. Même si on les tape au foot, il faut quand même féliciter ça. Il faut féliciter ce qu'ils ont fait. En plus, félicitations aux éléphants. Ils ont gagné chez eux, c'était vraiment incroyable. Moi, je sais pas, la victoire, les 2, hein. Je sais pas ce qu'il marabout là, mais je vois les résultats, ils gagnent pas, ils partent d'un coup. Ah, j'ai vu ça en live, hein. Les gars étaient déjà semi-enterrés. Ah ouais, ils sont sortis, force à eux. Ah, force à vous les cousins, force à vous. Ah, sinon, toi, tu vas au pays ou pas? Honnêtement, ça c'est le sujet le plus délicat qui soit. Je vais jamais. Je suis jamais retourné. La petite histoire, c'est que je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. Honnêtement, ma famille au Cameroun, c'est des problèmes. Je connais. Non, ça, on n'a pas assez d'argent, il y a toujours des problèmes. Non, lui, là. Et j'ai commencé ma carrière boxeur, j'étais en équipe de France. On voyageait beaucoup, on allait Allemagne, Brésil, États-Unis, on enchaînait. Et ma mère avait travaillé aussi. Donc je l'ai dit au promis que la première fois que je repartais au Cameroun, je travaillais avec elle.
Et cette promesse, ça change la part à la gorge. Et à chaque fois qu'on se met une date, on aurait dû aller quand on aurait dû aller l'été dernier. Et ok, on avait même acheté tous les billets, tout était bon. Et paf, là j'avais un gros combat qui s'est booké. Et tous les ans c'est comme ça. Elle ne peut pas prendre ses vacances. Moi j'ai un combat qui se book. Et à chaque fois elle est comme ok, il faut qu'on se mette d'accord. Et on n'a jamais réussi à se mettre d'accord là-dessus. Mais je lui ai dit ok, là, l'année prochaine, si je ne vais pas au Cameroun, malheureusement je vais devoir ma promesse, mettre ça de côté. Mais je pense qu'on a des chances d'aller bientôt là, sûrement l'année prochaine. Au plus tôt l'hiver, au plus tard, je dirais le printemps. Ah, il y avait un moment aussi pour le rap, il y a pas mal de Camerounais. Hein. Ouais. Tu sais, les Camerounais, frérot, c'est que Dieu a pris son temps. Tous les autres, c'était rapide, c'était vite fait. Mais avec nous, il est allé vraiment. Il a pris son temps. Il a pris son temps, il a mis tout ce qu'il y avait à mettre. Ouais. Mais c'est vrai que, honnêtement, moi, niveau sport, en tout cas, niveau boxe, les Camerounais, on a une excellente génétique. J'ai remarqué ça. On s'est fait coloniser par la France, donc on a une relation assez spéciale. Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Camerounais qui partent en France. Il y a certains, quand j'étais en équipe de France, c'était ce qu'on appelle à l'INSEP. L'INSEP, c'est comme un grand centre. J'étudiais là-bas, je m'entraînais là-bas, je mangeais là-bas, je logeais là-bas toute l'année. Et c'est ça. Et je suis arrivé, j'ai vu le nombre de Camerounais qu'il y avait dans chaque équipe, que ce soit l'équipe de boxe, l'équipe de taekwondo, l'équipe de gymnase ou l'équipe de haltérophilie. L'haltérophilie, c'était le pire. Je voyais 100% de Camerounais là-dedans. Wow. Et je me disais, waouh, comment ça se fait, il y a autant de Camerounais. Et on m'a expliqué, et je parlais avec le coach d'haltérophilie, il me disait, oh, ouais, le Cameroun, et on a une fibre musculaire spéciale, on est très musculeux. Je sais pas si tu vois, parfois les Camerounais, tu vois le petit là, il a 6 ans, il est balèze, on dirait il a 50 ans, enfin pas 50 ans, mais 30 ans. On a cette génétique-là qu'à chaque fois, même moi, quand je viens d'arriver, je viens de commencer la boxe. Les petits moments, ils ont un visage solide. Tu vois, le gars, il est mastoc. Je me rappelle, quand je viens de commencer la boxe, j'avais 15 ans. Je suis entré dans le gym, je suis balèze. Quand je viens de quel âge, j'ai 15 ans. Ah ouais? J'étais sûr de toi, ouais. Même les Camerounais qui sont nés en France, Français qui sont nés là, tu les vois génétiquement, tu te dis mais non, c'est pas possible. Il n'y a pas 11 ans, il n'y a pas 15 ans. On a une fibre musculaire qui fait en sorte que pour le sport, je pense qu'on est très avantagé. On est vraiment très avantagé. Après, je ne sais pas d'où viennent cette génétique. Moi, j'ai toujours dit qu'on a toujours été un peuple qui fait tout à la main. Ma mère a toujours travaillé au champ à la main, mon grand-père à la main, on est un peuple de travailleurs. Donc moi, j'ai toujours dit que génétiquement, on s'est transmis un gène, des gènes qui travaillent depuis des décennies. Après, scientifiquement, j'ai pas la vérité exacte. Mais moi, ça a toujours été ça, mon excuse, mon explication. Ouais, c'est clair. Après, en plus, je veux dire, là maintenant, ça se voit. Donc c'était déjà là, mais les Camerounais, on savait ça entre nous. Mais maintenant, on est quand même sur... Il y a des athlètes qui sont vraiment reconnus à l'échelle internationale et dans plusieurs sports différents. C'est pas seulement la boxe ou la lutte ou les arts martiaux mixtes. La lutte, le foot, le basket. Ils sont partout. Mais après, je pense aussi, il y a aussi qui dit génétique, il y a aussi mental, il y a un petit côté mental. Je ne vais pas nous jeter les fleurs par rapport aux Ivoiriens, tout ça, mais on a un peuple qui est fier. Quand tu es Camerounais, tu es fier d'être Camerounais. Quand tu es Camerounais, c'est comme diraient mes cousins, tu as la bouche. Tu sais que... Mais sans prétention, c'est vrai ce que tu dis. Et je trouve que il y a d'autres aussi pays qui sont un peu comme ça, qui sont très fiers. Et ça joue. Ça joue parce que avec cette fierté-là vient aussi la pression d'exceller. C'est vrai. La pression d'exceller, la pression de baquer un peu toute la bouche que tu as tapée là. T'as pas le choix. Donc, t'as pas le choix. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui vient aider un peu toutes ces communautés qui sont très fiers d'eux, très fiers d'eux et tout. Exactement. Mon conseil pour un jeune boxeur qui débute, qui aimerait avoir une grosse carrière, être un grand boxeur professionnel,
moi j'ai qu'un mot, c'est vraiment rien lâcher. Honnêtement, c'est déjà la boxe, c'est un sport super compliqué, super dur. Vivre de la boxe, j'ai regardé les chiffres, on est 1% des boxeurs qui vivent de la boxe. On est dans les 1%, on est encore les 1% qui fait plus de 100 000 par année. Dans les 1% qui fait plus d'1 million, il y a 0,01% qui font 1 million par année. Et c'est vraiment un sport compliqué, c'est un sport difficile, il faut persévérer un peu comme tout dans cette vie. Mais honnêtement, c'est de rien lâcher. Je sais qu'au début, vous allez vous faire tabasser, c'est normal. On s'est tous tabassé dès le début, tu arrives dans le ring, tu ne sais pas boxer, tu te prends des coups, tu reviens. Et c'est vraiment rien lâcher, travailler, croire en soi. Et vraiment, vraiment, encore une fois, le mot-clé, c'est de ne rien lâcher. Et toi, quel conseil tu diras à un jeune rappeur qui aimerait débuter et avoir une grosse carrière dans l'industrie du rap? Moi, je pense que je m'adresserais aussi à un jeune rappeur de Montréal ou du Québec, au sens un peu plus large. Parce que je pense que nous, notre situation est un petit peu plus différente et délicate. Je pense qu'à l'échelle internationale, on a encore beaucoup de choses à prouver. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne chose, c'est qu'ici au Québec, tu peux vivre de ta musique, tu peux vivre de ton art. Il faut être organisé, il faut être déterminé et il faut savoir aussi avoir du recul. Il faut savoir avoir du recul, surtout un Montréalais, parce que les Montréalais critiquent beaucoup, ils sont très difficiles. Pour moi, je pense que c'est le public le plus difficile. Et tous les jours, je pense que je suis fier aussi, je suis content d'être soutenu pour la plupart par les gens de Montréal, parce que c'est là où je sais que j'ai fait un bon travail, parce que je connais les miens. Et je vois comment les gens réagissent, comment le public réagit. C'est là où je sais les gars sont difficiles. Donc quand tu es capable de conquérir quand tu es capable d'avoir ce genre de public-là avec toi, c'est que tu fais quelque chose de bien. C'est vrai. Donc il y a plusieurs modèles maintenant. On n'est plus en 1900, je sais pas combien. Tu n'es pas obligé d'être signé, tu n'es pas obligé de ci, de ça. Tu peux créer ton propre modèle d'affaires, tu peux être ton propre patron, créer ta propre compagnie, travailler fort et arriver dans le top du rap au Québec par tes propres moyens. Donc tout ça, c'est possible, ça existe. Il y a des gens qui vont faire, il y a des gens qui vont continuer de le faire et il y a des gens qui vont aller encore beaucoup plus loin que nous tous en ce moment. Bon mon gars, voilà, merci, on ensemble. Merci mon gars, merci pour tous ces conseils. Maintenant je suis prêt à lancer mixtape. Vous êtes dans la merde les gars. Je suis prêt à affronter Canelo. Le Cameroun, il n'y a pas la force. Hein. Y'a rien, c'est le jeu. Enlève-toi. Maintenant, c'est ça. Allez, c'est ça. J'y vais. Je commence. Il y a les catégories de poids dans la boxe.